J'ai perdu ma maman à 8 ans d'un meurtre de la part de mon père. Donc en fait, t'aimerais faire aussi passer un message aux politiciens. Il n'y a jamais personne qui a changé les lois dans le silence. Le but avec cette start-up, c'est de créer quelque chose autant matériel que logiciel pour aider les victimes justement de violences. Et puis si tu voudrais dire donc quelque chose à ta maman, parce que c'est par le biais du livre du coup. Aujourd'hui, je reçois Billie Joy Bétrison. Elle a vécu ce qu'aucun enfant ne devrait avoir à traverser. Perdre sa mère dans un féminicide commis par son propre père alors qu'elle avait 8 ans. Pourtant, elle a choisi de se relever, de se battre et de donner du sens à son histoire. Avec elle, nous allons parler de reconstruction, de colère, de pardon, de justice, d'amour, mais aussi d'espoir et de l'avenir qu'elle construit aujourd'hui. Salut Billie Joy! Salut! Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. Donc là, on va parler d'un sujet en fait, de ta vie. Pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais résumer un peu ton passé ? Comme tu l'as dit, j'ai perdu ma maman à 8 ans d'un meurtre de la part de mon père. On est suisse de base, valaisan, et on est parti vivre à l'île de la Réunion quand j'ai eu 5 ans. Et là-bas, ils ont essayé d'ouvrir un business, etc., enfin de créer une nouvelle vie, parce qu'ils avaient déjà des problèmes aussi de couple, etc. Et là-bas, il y a eu un peu des complications pour ouvrir leur business, et du coup, tout l'argent qu'ils avaient mis de côté, il commençait à liquider, quoi. Et donc, un jour où il s'est retrouvé sans rien, mon père, il a assassiné ma maman en lui mettant un coup de bâton sur la tête, puis il l'a asphyxiée avec un sac. Et il a conservé son corps dans le congélateur de la maison pendant 21 jours. Donc il nous a séquestrés pendant ces 21 jours à la maison, en nous faisant croire qu'elle était à l'hôpital pour un problème aux oreilles. Donc c'est le jour de mon anniversaire, le 23 avril, qu'ils ont découvert le corps de ma maman dans la maison. Toi, tu as des souvenirs concrets de cette période ? J'ai pas mal de souvenirs. Déjà aussi parce que mon père filmait beaucoup. Donc j'ai pas mal de vidéos de mon enfance, de photos aussi. Et je pense que j'ai quand même pas mal aussi de souvenirs qui sont quand même restés, dont le jour où la police est arrivée aussi, où je me souviens très bien. Donc ouais. Et puis, est-ce que tu as été accompagnée par des psychologues ou un service quelconque ? Oui, quand on est revenu en Suisse, on a eu des rendez-vous, mais c'est vrai que, en fait, c'est un peu compliqué parce que on était un peu forcés d'y aller, ce qui est normal, puisque c'est très important. Mais du coup, t'es quand même réticent. Et puis, moi, des souvenirs que j'avais, on faisait beaucoup de dessins, ils essayaient de nous parler, on comprenait pas vraiment. Et ensuite, j'ai plus de psychologue pendant des années, jusqu'à que je le demande moi à mes 13 ans, 14 ans. Okay. Quand je suis tombée sur le dossier de mon père et puis l'expertise de ma mère, comment tu appelles ça déjà, l'autopsie, le rapport d'autopsie. Ouais. Et du coup, là j'ai ressenti vraiment le besoin, et puis j'ai repris les séances psychologues. Donc voilà. Mais pendant, je pense en tout cas, 6-7 ans, j'ai plus de rendez-vous. Mais ça, t'étais tombée dessus par hasard ou bien par... Non, j'ai recherché. J'avais fouillé. À cet âge-là, je pense qu'il y a besoin aussi peut-être de comprendre ou de curiosité, de savoir. Oui, je recherchais beaucoup sur Internet, mais sur Internet, ce qu'ils disaient sur mon père, c'était quand même très vague. J'avais aussi demandé des explications à mon père, mais finalement, ces explications, c'était très tourné à sa manière, donc c'était compliqué d'avoir la vérité. Donc, moi, ce que j'avais besoin de voir, c'était vraiment... les preuves qu'ils avaient trouvées et tout ça. Puis donc, à cette période-là, il était où ton père ? En prison, toujours, en France. Ouais. Donc, il a fait combien de temps ? 9 ans. 9 ans de prison. Il a pris 18 et il a fait 9. Donc toi, quand tu as redécouvert tout ça, il était toujours en prison. Et puis, tu l'as vécu comment, alors, de lire tout ça ? Alors, disons que ça n'a pas vraiment répondu à ma question, parce que c'était vraiment... les preuves physiques, ou bien ce qu'ils ont trouvé dans son sang, ou son état. Donc, c'était plus
ça m'a plus ancré sur la chose, tu vois, en me disant, en fait, c'est réel, c'est vraiment quelque chose. Parce que pendant longtemps, je me suis fait un peu des films, des histoires, en me disant qu'un jour, elle allait revenir, que c'était une agence secrète, enfin voilà. Et là, en fait, ça m'a vraiment ramené à la réalité où vraiment, je pense, je me suis dit à ce moment-là, purée, c'est vrai. C'est pas quelque chose qu'on me raconte. Mais finalement, ça n'a pas répondu à mes questions sur l'émotionnel. Et puis je crois que jamais personne y répondra, en fait. Mais lui, il a essayé de reprendre contact avec toi pendant cette période? Nous, on a toujours été en contact avec mon père depuis qu'on est rentré. Parce qu'en fait, mon père, c'était un très bon père. Pendant très longtemps. Enfin, on a de très bons souvenirs de lui. Et du coup, quand on est rentré, disons que nous, finalement, on n'avait pas vraiment conscience de ce qu'est un féminicide ou un meurtre. Donc, moi, à 8 ans, c'est pas vraiment des mots qui faisaient écho. Et quand on est rentré en Suisse et qu'on a gardé contact avec lui par des lettres, des appels, etc., c'était comme finalement la dernière chose qui nous restait. Donc on prenait ce qui nous restait. Enfin, c'était un peu particulier. Puis, en fait, de nous-mêmes, on n'avait rien à reprocher à notre père. Et il s'est passé un truc, en fait, en off, quelque chose où on n'a pas assisté. Donc finalement, nous, l'image de notre père, elle n'a pas changé. C'était un peu particulier comme sentiment. Donc, et je pense que le fait de pas comprendre, de continuer à avoir contact avec lui, de lui écrire, de garder cette relation, en fait, moi, ça m'a pas fait me poser les questions que je me pose aujourd'hui. Et je me rends compte aujourd'hui qu'il y a plein de choses qui étaient pas normales, que ce soit dans le système, parce que du coup, nous, on encourageait le fait qu'il y ait moins de peine et tout ça, le fait qu'il puisse revenir en Suisse, proche de chez nous. Enfin, c'est des choses qu'on encourageait. Et plus tard, en devenant adulte, quand je me rendais vraiment compte de la gravité de la chose, en regardant aussi d'autres histoires, d'autres situations où je trouvais ça pas normal que quelqu'un qui viole une femme ou qui tue quelqu'un fasse aussi peu de prison, puis finalement, c'est des questions que je m'étais pas posées sur mon propre père, alors qu'il a fait pire, ou la même chose, ou peu importe. Ouais, parce qu'en fait, t'étais enfant, puis c'est ça aussi que je trouve qu'il y a des gens qui sont rudes. J'ai pu lire aussi 2-3 commentaires, parce que tu les mets volontiers sur les réseaux, pour montrer aux gens ce qui se passe. Et justement, en fait, c'est comme s'il y avait des gens qui te disaient oh, mais maintenant, on passe à autre chose. Et moi, je suis pas psy, mais de mon propre vécu, ce que je me rends compte, c'est quand on est enfant, souvent, on comprend pas la réalité, le vrai monde, et puis c'est vers les 30 ans, ou peut-être, mais des fois avant, ça dépend, qu'en fait, on est adulte, et on se rend compte des choses qui jouaient pas, et des injustices, etc. Donc, j'ai l'impression que c'est un peu à partir de cet âge-là que les vraies étapes commencent. Oui. Donc on peut pas dire à quelqu'un ah mais c'est bon, tu peux oublier, t'étais petite. Je sais pas si ça te parle ce que je te dis. Oui, ça me parle, et puis autant c'est clair qu'on peut pas dire ça à quelqu'un, et en plus de ça, je le fais vraiment pas parce que en fait, il y a souvent la perception de pourquoi je le fais, elle est mal perçue. Souvent, les gens, ils peuvent croire que je fais ça pour guérir, comme de thérapie, ou parce que je suis énervée, ou des choses comme ça. Alors, clairement, je suis énervée, mais je suis pas énervée directement contre mon père. Moi, je suis énervée vraiment contre le système, et je suis énervée contre le fait que d'autres personnes, et encore, il y a quelques jours, une femme s'est fait assassiner devant ses enfants par le père. Et ça, c'est une situation où moi, j'aurais voulu avoir lancé le combat que je suis en train de mener maintenant pour pouvoir avoir un impact sur ces gens-là. Et malheureusement, je ne l'ai pas parce que je me suis lancée que maintenant. Mais le but de tout ça, c'est que justement des enfants qui vivent ça plus tard auront cette petite pierre que j'aurai apportée à leur vie. Parce que moi, je sais à quel point, en tant qu'enfant victime du féminicide de sa maman, parce que finalement, on est aussi des victimes, on n'est pas juste des dommages collatéraux. C'est ça. C'est vraiment pas une période qui est facile. Enfin, je sais que ma grand-mère a dû beaucoup se battre pour avoir de l'aide de l'État, etc. Et puis on est souvent oublié là-dedans parce que tout le monde se concentre sur la victime, sur l'agresseur, et puis pas vraiment sur les enfants. Donc on a un peu juste comme des dommages collatéraux et rien de plus. Donc les gens souvent peuvent penser que je le fais pour attirer l'attention ou pour juste parler de mon histoire ou me plaindre ou pointer mon père du doigt, alors qu'en fait il y a quelque chose de tellement plus grand derrière et que ce serait hyper égoïste de penser juste ça en fait, parce que il y a jamais personne qui a changé les lois dans le silence, il y a jamais personne qui a changé les choses dans le silence, et je compte pas me taire même si les gens pensent ça. Moi, je comprends ta démarche, et puis il me semble que, comme tu dis, le vrai combat que tu es en train de mener, ça fait pas non plus depuis 10 ans, mais il faut pas t'en vouloir parce que t'étais pas prête, même maintenant tu as les ressources, donc c'est quand même assez nouveau, donc on peut pas dire que tu rabâches ça, etc. Même si l'étiquette,
de la femme, enfin de la petite fille que que le père a tué sa mère, ben elle a toujours été. Et ça, je pense, comment tu t'es construite face à cette étiquette? Bah, c'était pas facile parce que déjà, vu que j'ai grandi en foyer, j'avais cette étiquette déjà sur moi de la fille dans le foyer. Et en plus, quand on comprenait l'histoire, bah, elle se rattachait en plus à moi. Et à cette époque-là, moi, j'aimais pas vraiment ça, en fait, parce que bah déjà, un enfant en foyer, c'est en général quelqu'un qui a fait des conneries ou qui est pas une bonne personne, tu vois. Enfin, on voit pas l'image d'un enfant qui a perdu ses parents ou qui a vécu un drame. C'est vraiment quelqu'un qui a foutu la merde à la maison, qui a été placé là parce que ses parents veulent plus de lui. Et donc déjà, j'ai été considérée comme ça. Et en plus, après, ben ouais, à chaque fois, on me voyait comme la fille que son père est un meurtrier et tout ça. Et c'était pas évident. Et du coup, avec le temps, ben, moi, je me suis aussi assimilée cette étiquette. Et c'est aussi pour ça que j'ai eu plus de facilité à en parler par après. Et c'est pour ça aussi que je suis partie pendant 2 ans et demi faire un tour du monde. Et c'était vraiment libérateur de me dire que partout où là j'arrivais, j'avais 0 étiquette. Et finalement, je pouvais être qui je voulais vraiment. Mais quand je suis revenue et que je me suis réapproprié mon histoire, j'ai recommencé à en parler, c'est pas forcément un truc qui me dérangeait... pour autant que ce soit rattaché à un combat, tu vois. Je veux pas être juste cette fille-là... Pas victime. Voilà, en soi, oui, je suis une victime, mais c'est pas l'image que je veux laisser derrière moi. Ouais. Vu que tu as ce combat, en fait, puis ça peut te donner de la force. Parce que tu parlais justement de colère au début. Là, cette colère, elle est arrivée, entre guillemets, quand comment tu la vis, cette colère? Ça, c'est un truc que j'ai trimballé un peu toute mon enfance. Disons que j'ai un peu toujours tout fait dans la colère, je pense. Autant que ce soit mes études, mon voyage, tout ça. Mais je dirais pas que la colère, elle est négative, par contre. C'est vraiment, pour moi, c'était vraiment un boost, un tremplin. J'ai toujours utilisé la colère pour des bonnes choses. Mais surtout, ce qui est important, c'est que, en fait, moi, mes émotions, je les ai appris que l'année passée. Avant ça, moi, quand je faisais quelque chose avec la colère, je savais même pas que c'était la colère. Ouais. La tristesse, je savais pas que c'était la tristesse qui parlait. Et j'ai pu apprendre toutes ces émotions uniquement en étant avec Adri, mon fiancé. Copain, oui. Fiancé, et puis vraiment ouvrir une communication et puis comprendre les choses. Mais avant ça, moi, on m'avait jamais appris. Hein. Qu'est-ce que c'était la tristesse, la colère et tout ça. Et du coup, j'ai dû aussi créer un deuil là-dessus parce que c'est comme si mon deuil il devait être attaché à détester quelqu'un. Parce qu'à un moment c'était ma mère, à un moment c'était mon père, à un moment c'était moi-même. Enfin, c'est comme si je devais absolument détester quelqu'un dans l'histoire. Et du coup j'ai mis très longtemps avant de rencontrer la paix aussi dans mon parcours. J'ai dû vivre des violences conjugales aussi pour rencontrer cette paix-là. Et puis pour aussi être confrontée à un nouveau système, me rendre compte encore une fois des failles qu'il y avait, à quel point les femmes sont pas écoutées. Et ouais, enfin, tout ça, quoi. Donc, c'est aussi dans ta relation sécure avec un homme bien, entre guillemets, que tu as pu voir tout ça. Je pense que ça t'a beaucoup aidé, finalement, cette relation. Ouais, je pense clairement, c'est lui qui m'a vraiment montré ce qu'il y avait vraiment une relation et qui m'a fait me rendre compte de toutes ces... En fait, grâce à la paix qu'il m'a apportée, je pense que j'ai pu me concentrer sur les files qui jouaient pas et puis me rendre compte de tout ça. Mais t'as pu lui faire confiance assez vite ou tu sentais que t'avais quand même pas mal de bagages émotionnels derrière avec tout ça? Non, ça a mis un moment quand même à mettre une balance, à lui faire confiance parce que de base je voulais pas me mettre en couple, je voulais vraiment être seule, je voulais pas d'enfant, je voulais pas me marier. Et il est arrivé comme ça là. Je me suis dit merde. Et donc j'ai quand même dû déconstruire plein de pensées que j'avais et bosser sur beaucoup de choses. Donc ça n'a pas été évident du tout. Je suis aussi passée par un burn-out parce que pour la première fois de ma vie, je pouvais laisser aussi un peu toutes ces difficultés sur les épaules de quelqu'un. Donc en fait, je me suis rendu compte que je pouvais être vulnérable, je pouvais vivre ma tristesse. Donc à cause et grâce à lui, j'ai pu laisser toute ma tristesse en fait dans 6 mois de burn-out. Donc ça c'était aussi très cool, ça m'a appris beaucoup de choses. Je me suis lancée dans plein de thérapies, donc avoir un pilier, savoir que tu peux
laisser quelqu'un soutenir ta vie et aller pas bien, c'est vraiment une aide de fou parce que on peut être... Enfin, j'ai toujours été considérée comme une femme forte, résiliente, etc. Mais en fait, même les femmes fortes, elles ont besoin à un moment donné de souffrir et d'aller mal. Bah, sinon, c'est une souffrance qu'on enfouit en nous et puis elle sortira toujours à un moment donné. Ouais, puis je pense qu'on a quelques points en commun. Et en fait, quand tu vieillis un peu, tu te rends compte qu'en fait, la vulnérabilité, c'est aussi une force. Et c'est une grande force. Quand on veut tout le temps être combative, etc. Mais en fait, c'est beau et on apprend beaucoup de choses. Donc, je pense que tu es vraiment dans ces étapes-là et c'est beau à voir, je trouve. Donc, tu as expliqué sur Instagram, là, j'avais vu que en fait, ton père, il vivait à côté enfin, pas loin de chez toi. Oui. Du coup, vu que nous, on a aussi gardé contact avec lui, disons que ça, c'est très particulier parce que c'est vrai que moi, à ce moment-là, et avec mon manque d'expérience, parce que j'étais à peine majeure au moment où il est sorti de prison, j'avais pas encore vraiment le recul sur tout ça, et finalement, j'avais aussi toujours cette emprise avec lui, ou plutôt lui avait toujours cette emprise sur moi, et donc quand il est sorti... En fait, c'est que mon père, c'est très compliqué parce que c'est un homme qui est hyper charmant, hyper drôle, hyper avenant, toujours envie d'aider, etc. Enfin, vraiment, quand il parle, on a tous envie de lui faire confiance. Et du coup, moi, je me suis laissée aussi avoir... j'étais en parleur avocat avec lui pour comprendre toute l'histoire. Et je me suis laissée avoir par son histoire. Et finalement, il faisait que pointer ma mère du doigt et sans que je m'en rende compte vraiment. Et du coup, je me suis retrouvée dans une situation où j'ai eu pitié de lui. Et où je me suis dit, en fait, je suis personne pour juger. Enfin, je sais pas, je me suis dit, finalement, c'est la seule personne qui me reste. Et disons que je l'ai accepté dans ma vie en lui accordant un pardon. Mais j'ai pas mis très longtemps avant de le reprendre, ce pardon, parce que je me suis aussi très vite rendu compte que c'était simplement une personne mauvaise et narcissique, vraiment. Enfin, quand il est sorti, on a vite vu qui il était. Et Dieu merci en fait que j'ai pas grandi avec lui, parce que je sais pas qui je serais aujourd'hui, mais je l'aurais pas vraiment voulu comme père sur l'entièreté de ma vie, et je suis très contente d'avoir grandi avec ma grand-mère. Et du coup, quand il est venu, nous on avait conservé pas mal d'argent aussi des associations pour lui, pour qu'il puisse se reconstruire. Enfin, franchement... Il a eu beaucoup de chance, il a eu vraiment beaucoup de chance. Wow. Et du coup, quand il est sorti, il est venu, il a eu un fonds, il a eu de l'aide aussi pour trouver un appartement, et il a endetté ma sœur parce qu'elle s'est mise garante de son appart. Enfin, en fait, il faut dire ce qui est particulier dans mon histoire, c'est que vu que ça s'est passé en France, à l'île de la Réunion, et qu'il a été incarcéré en France et qu'il a fait la moitié de sa peine, en fait, il a demandé une expulsion de la France. Donc, ils l'ont pris, ils l'ont amené à l'aéroport de Zurich, ils l'ont lâché et voilà, plus rien. Ouais. Et en fait, lui, quand il a été incarcéré, il a eu des montants à nous payer pour le meurtre de ma mère. Donc, c'est l'État français qui l'a avancé, mais lui, quand il est sorti, vu qu'il est expulsé de la France, il doit ni d'argent à l'État, ni rien, il peut juste pas retourner en France. Et il est arrivé en Suisse, sans casier judiciaire national, vu que ça s'est passé en Europe et puis que nous, nos casiers judiciaires sont différents. Et en plus de ça, aucun suivi. Donc, il a été lâché à l'aéroport, comme si de rien n'était. Bonne journée, monsieur, et ciao. Donc, plus jamais il a dû passer à la police, plus jamais il a dû... Enfin, ils lui ont pas forcé à faire des suivis psychologiques, par exemple, ce que je trouve vraiment absurde et aberrant. Même dangereux, peut-être. Mais dangereux, ultra dangereux. Et je sais que, là, typiquement... Nous, on n'a pas mis très long non plus à le côtoyer une fois qu'il était dehors de prison. Et en fait, on a appris qu'il côtoyait des femmes, qu'il leur racontait qu'il nous avait sauvés de notre mère, qu'elle nous maltraitait, enfin des absurdités. Enfin, vraiment, il s'est placé en héros auprès d'autres femmes qui portait même le même nom que ma mère. Dernièrement aussi, une femme qui m'appelle pour me dire qu'en fait, lui a fait croire que notre mère était morte du cancer. Toutes des choses où il se permet déjà de parler d'elle. Et en plus, pour se faire passer pour l'homme pauvre homme qui a vécu avec une femme qui a eu le cancer, pauvre homme qui a voulu sauver ses enfants, et ça fonctionne, hein. Et que si ces femmes n'étaient pas tombées sur mes vidéos, donc encore heureux que je parle, peut-être qu'elles seraient encore avec un meurtrier sans le savoir. Et c'est pour ça que pour moi, ce que je trouve hyper important,
Mais je dois encore me renseigner, bien sûr. Moi, je dis ça un peu naïvement, mais je pense que c'est bien plus compliqué que ça. Mais je trouve que le fait qu'on n'ait pas accès au casier judiciaire, nous, en tant que citoyens, je trouve ça pas hyper cool, parce que ça veut dire que demain, tu peux rencontrer n'importe qui, engager n'importe qui, te marier avec n'importe qui, sans jamais connaître finalement s'il est déjà passé dans les mains de la justice. Et pour moi, c'est pas très safe en tant que femme de pas avoir accès à ça. Donc en fait, t'aimerais faire aussi passer un message aux politiciens comme quoi, il faudrait commencer à réfléchir sur ce sujet, qu'il y a peut-être des failles un peu dans le système, c'est ça ? Oui, premièrement ça, l'accès pour les citoyens, moi je pense important, directement au casier judiciaire, de savoir qui on fait rentrer dans notre maison et dans nos vies, parce que ça se cache facilement, hein. Mon père, jamais personne pourrait penser qu'il a tué quelqu'un de ses propres mains. Puis tuer quelqu'un, c'est une chose, mais tout ce qu'il a fait après, c'est encore hyper glauque. Parce que vraiment, moi, je me dis que si je parlais pas de ça, il serait juste... il serait vraiment passé comme s'il avait juste perdu 9 ans de sa vie. Et aussi remettre en question le fait que finalement, mon père, par rapport à ce qu'il a fait, les 9 ans de prison, sorti, pas de dette, recommencer sa vie, comme si de rien n'était, sans aucune responsabilité. Si 9 ans avant, il avait plutôt demandé le divorce à la place de la tuer, il aurait dû payer 4 rentes pour les enfants, il aurait dû payer encore une rente pour son ex-femme, rapatrier tout le monde en Suisse, se retrouver un travail, il y aurait presque plus de conséquences, en tout cas financières. Il en aurait eu plus, parce que finalement, là, lui, il s'est retrouvé pendant 9 ans dans une prison exceptionnelle, une nouvelle prison qui a été à Roanne, cellule individuelle, PlayStation, enfin vraiment, il travaillait pour Peugeot, parce que Peugeot donne son travail dans les prisons, et en fait, quand il nous racontait sa vie en prison, moi... je trouvais qu'elle était bien, sa vie. Et je me disais, super, il a troqué sa vie de famille avec 4 enfants à nourrir pour ça, quoi. Donc, je pense qu'à partir du moment où tu proposes une facilité de sortie d'un mariage par un meurtre, plutôt que d'un divorce, oui, ça se fait remettre en cause les choses. Parce que là, c'est dur de se reconstruire quand tu as eu 4 enfants avec une femme et que tu décides de divorcer. Mais quand tu décides de tuer, finalement, tu perds 9 ans de ta vie et tu recommences. Donc lui, il est juste sorti et il a recommencé sa vie comme si de rien n'était. Donc toi, ça vient vraiment réveiller une sorte de blessure d'injustice, quoi. Enfin, parce que tu vois l'injustice concrètement dans cette situation. Ouais. L'injustice, c'est le danger, parce que du coup, c'est trop facile. C'est vraiment trop facile. Et puis, en fait, tu choisis le pays avec les peines les plus laxistes pour les meurtres. Tu vas là-bas en vacances, tu tues ta femme, tu te fais juger dans le pays et tu reviens. Puis est-ce que tu as une culpabilité du coup aussi, parce que pendant cette période où il était dans la prison, si j'ai bien compris, toi tu le soutenais vu que tu avais un peu plus que lui dans la vie, puis plus tard tu as découvert finalement son vrai visage, ça te fait aussi culpabiliser quand même, ou bien? Non, pas du tout. Je trouve que ça me rend plus légitime de parler, parce que vraiment je le fais pas avec la haine ou quoi contre lui, mais c'est vraiment une vision d'ensemble sur le système. Parce qu'en soi, s'il était mort maintenant, j'en parlerais la même chose. Mon but, c'est pas de le détruire lui. Mon but, c'est vraiment de reconstruire un système qui nous protège et qui diminue le nombre de victimes. Mais non, alors culpabilité de pardon, pas du tout. Au contraire, je trouve qu'on a été tellement courageux de passer au-dessus de ça, de réussir à passer au-dessus de la rancœur, de la haine, de la difficulté, et puis de juste considérer quelqu'un comme un humain au-delà de ce qu'il a pu faire. Puis on était des enfants, innocents aussi. Donc je pense qu'on a fait avec les armes qu'on avait au mieux qu'on pouvait, et puis toujours dans la bienveillance. Donc je pense même qu'aujourd'hui j'aurais beaucoup plus de difficultés à parler ou à faire les choses si j'avais justement pas accepté tout ça à un moment donné, parce que tu vois, je me dirais, mais peut-être que mon père c'était un bon gars, peut-être qu'il a juste pété les plombs, alors que là je sais qui il est finalement au fond de lui réellement, et j'ai jamais ces questions-là qui me viennent, peut-être qu'en fait si, ou quoi que ce soit. Mais qu'il soit pas loin de chez toi, est-ce que t'as quand même un sentiment un peu de peur, ou comment tu le vis au quotidien? Disons que j'ai pas peur au quotidien, mais ça me traverse souvent l'esprit, mais même pas forcément en peur, mais plus en
oh, ça me saoule, quoi. Enfin, il y a des fois, je les croisais dans des festivals, en train de s'amuser, dans la rue. Enfin, et oui, c'est chiant. Enfin, c'est vraiment pas agréable, ça, c'est sûr. Mais moi, ce qui me révolte le plus, c'est vraiment pour les autres gens à qui ça arrive. Mm. Tu vois, il y a une femme qui s'est fait violer en France, à Rennes, je crois, à l'âge de 7 ans, ou un truc comme ça, je sais plus exactement l'histoire. Et son violeur, il est ressorti là, alors qu'elle a 17 ou 18 ans, et qu'il revit à côté. Mhm. Donc maintenant, elle va devoir changer de travail, peut-être de maison, à cause qu'il est là. Ouais, Donc, c'est comme si les victimes subissaient plus comment dire, de problèmes par la suite, enfin de difficultés en tout cas. mhm. C'est ça un peu. Ben ouais, clairement. Après, moi, je sais qu'il y a potentiellement rien à faire par rapport à ça, et c'est pas vraiment disons, ce que je vise, Mhm. le lieu de vie de la personne, mais c'est vraiment plus l'accompagnement. Mhm. Parce que déjà, si cette personne est aussi accompagnée, bon, après, c'est difficile d'intégrer de l'empathie chez tout le monde, tu vois, mais qu'il y a un peu plus aussi de conscience dans la tête de ceux qui sortent de prison, pour qu'ils puissent aussi faire les choses avec plus de conscience. Et puis juste être accompagné, en fait, moi je trouve ça vraiment, je sais pas hein, comment les gens le voient, mais aberrant que ce soit que aux victimes de faire des suivis psy, et puis que les agresseurs, ben, t'en fais un peu en prison vite fait pour tâter le terrain, et puis qu'après Ouais, t'es lâché comme et ça. après c'est réglé. Ouais, c'est vrai. Alors qu'en fait, un suivi, ça peut aussi être une sorte de surveillance pour essayer de voir s'il peut avoir des risques de récidive ou pas. Mhm. Ouais. Clairement. Je pense que c'est une bonne discussion et réflexion à avoir pour beaucoup de gens, je pense. Et au niveau justement de changement de loi ou comme ça, est-ce que par rapport à ce sujet, tu as un projet? Ben, en fait, c'est vrai que pendant longtemps, moi j'ai parlé de mon histoire comme... Alors je savais que je devais en parler, je sais pas, c'est vraiment quelque chose qui était vraiment au fond de moi, et je me suis rendu compte que récemment que je pouvais avoir un pouvoir. En fait, étant donné la force et la gravité de mon histoire, et aussi ce que ça englobe, parce que c'est quand même, ça englobe des cas rares, comme l'expulsion, le casier judiciaire, etc. Bah, il y avait quand même des failles sur lesquelles personne n'avait appuyé, et que je pourrais être une des voix les plus fortes de Suisse pour justement parler de ça, parce que bah, il y en a qui vivent ce que je vis, mais il y en a pas qui parlent forcément de tout ça. Et quand j'ai fait la une du magazine de l'Illustré, et que sur les réseaux sociaux ça s'est enflammé, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même pas mal de lacunes, pas mal de misogynie, même des femmes, hein, que je repartage tout le temps, parce que j'adore les haters, c'est vraiment mon boost. Vraiment, c'est un truc... Ok. Ouais, j'adore ça. Je me dis, à chaque fois qu'il y a un hater, je me dis, ah putain, ce que je suis en train de faire, je sais exactement pourquoi je le fais. Alors que tu vois, si tout le monde était trop dans mon sens, je serais là en mode, non mais en fait c'est réglé. Ah Tu ouais, vois. je vois Enfin, en je sais fait. pas, c'est comme un... Tu sais, ça me rappelle tu sais, t'as touché le bon truc. Tu C'est vois. un éclairage sur aussi ce que les gens comprennent pas ou... Clairement, ça Ah se voit ouais. que ouais, c'est vraiment, t'as touché la lacune, et surtout, le jour aussi où je veux justement arriver en politique, et que j'arrive avec des propos comme va sucer ton père, ta mère a bien fait de mourir, des trucs comme ça, peut-être je peux leur faire se rendre compte qu'il y a quand même un problème, tu vois. Alors que sinon, ça aurait été un peu plus compliqué. Mais donc, je me suis rendu compte voilà, qu'il y avait des grosses failles et des gros problèmes chez les gens, et d'autant plus chez les Français aussi, qui adorent exposer leur intelligence dans les commentaires. Ça, c'est vraiment un truc qui m'impressionnera toujours. Tu vois, en Suisse, on est un peu plus... On Discret, pense les choses, mais à voix basse. Mais eux... Donc, du coup, suite à ça, et à tout ce qui s'est passé, parce qu'il y a vraiment une grande visibilité qui s'est créée, et puis je me suis rendu compte que je pouvais vraiment avoir une voix forte, et j'ai reçu beaucoup de témoignages qui m'ont prouvé aussi que finalement tout ce que je partageais, c'était aussi, il y avait aussi eu des répercussions chez d'autres personnes, et des problèmes aussi dans d'autres situations de vie, etc. Que ce soit des viols, que ce soit des agressions, que ce soit en foyer, tout ça. Et il y a une femme qui m'a approchée pour rejoindre sa start-up. Et en fait, le but avec cette start-up, c'est de créer quelque chose autant matériel que logiciel pour aider les victimes justement de violences, et pour matérialiser l'invisible, et puis briser l'impunité, aider les femmes à apporter des preuves plus concrètes, à se protéger. Enfin, c'est vraiment... Encore, pour l'instant, c'est un projet qui est assez avancé, qui prendra déjà vie fin 2026, et avec qui on a déjà pas mal de psychologues, avocats, même politiciens qui nous suivent, donc c'est déjà pas mal.
Donc il y a déjà ce point-là qui est apparu grâce à ce magazine. Super. Et en plus de ça, au même moment, je suis en train d'écrire un livre. Donc ce livre, je l'ai aussi un peu dérivé parce que de base, il parlait beaucoup de mon histoire et de ma reconstruction, que je trouve hyper importante parce que je sais qu'elle motive beaucoup de gens, elle donne beaucoup d'espoir par rapport à mon parcours et ce que j'en ai fait. Mais en fait, je me suis rendu compte aussi que là-dedans, il fallait que je parle justement des lacunes, des lois, des failles, et que ce serait justement un point d'appui pour rendre un peu plus... expliquer ton combat aussi. Ouais, et puis me rendre plus légitime aussi face... Exactement. Parce qu'en fait, j'ai 29 ans, je suis une femme, je reste quand même jeune, et des fois, on nous donne pas vraiment la légitimité, en fait, d'aller loin, ou d'aller dans les lois, ou quoi que ce soit... Mais là, entre mon vécu, entre mon entreprise, entre mon livre ou bien la grandeur de l'exposition par rapport à mon histoire, je sais que là, ça crée une légitimité. C'est tous des points qui se rajoutent à l'âge et la sexualité. Ouais. Donc tout ça ensemble, c'est vrai que c'était vraiment... Ce dernier mois a été vraiment intense. Oui, en plus, nous, on avait déjà pris rendez-vous il y a peut-être 2 mois. Et puis, en fait, en 2 mois, j'ai dû changer aussi un peu les questions de mon interview parce qu'il s'est passé plein de choses et je trouve ça incroyable. En fait, finalement, ça tombe bien parce qu'il y a eu pas mal d'autres étapes qui se sont passées entre ça. Ouais. Puis donc, ça te motive, ce nouveau projet là de la start-up. Ouais, je ressentais vraiment de plus en plus le besoin de changer les choses et pas juste de parler, pas juste d'être une voix, un espoir, mais vraiment déjà, mes parents, en fait, ils m'ont donné un prénom qui pouvait que changer des lois, je pense. Donc, j'avais vraiment envie d'aller plus loin et j'étais dans une impasse. En fait, c'est assez dingue parce que vraiment, la vie ou ma mère ou je sais pas qui m'envoie toujours des choses dont j'ai besoin et j'étais dans l'impasse de me dire, je sais ce que je veux faire, mais je sais pas comment y arriver. Parce que je me suis jamais intéressée à la politique, je me suis jamais intéressée à tout ça, c'est vraiment pas un truc qui me botte. Mais c'est un endroit où je suis obligée d'aller aussi pour pousser un peu les portes. Et en fait, le moment où je me posais la question du « je sais pas comment je vais faire ça », y a cette femme qui est arrivée, qui m'a exposé son projet et qui m'a donné une armée dans les mains pour justement aller plus loin. Génial. Donc, c'était assez fou. J'ai eu des illuminations nocturnes sur tout ça en me disant « mais c'est abusé ». Ouais, c'est comme si, en fait, c'est le bon moment et la vie t'a amené les gens, les rencontres, etc. pour que ça se passe, quoi. Ouais. C'est ça qui est beau. Incroyable. Ouais, puis je pense que c'est même que le début. Je pense que si on refait une interview dans 10 ans, si je fais encore ça comme passion, je suis sûre qu'il y aura encore tellement d'autres choses, en fait. C'est clair. J'espère. Ça voudrait dire que j'ai foiré, mais... Puis tu sais, la manière de partager les choses aussi, c'est assez compliqué parce qu'en fait, moi, par rapport à ce que je veux amener, je dois toucher plusieurs publics. Tu vois, il y a la Gen Z, il y a ma génération, il y a les plus vieux. Et du coup, j'essaye aussi plusieurs techniques, tu vois. Donc, je fais des trends TikTok en parlant de mon histoire. Ah ouais. Donc, ça touche les jeunes, donc ça, c'est hyper cool, ça les sensibilise. Et ça touche aussi des générations qui comprennent pas ces trends, qui ont l'impression que je fais ça pour le buzz, que j'en rigole, que je suis contente. Et du coup... j'utilise plusieurs canaux comme Insta, TikTok, les médias, les journaux, les magazines. Donc ça touche aussi plusieurs générations qui comprennent différemment les choses. Et en fait, nous, on pourrait croire que la Gen Z, c'est la pire. Mais les gars, Facebook... Ah bon, moi, je suis convaincue que... oh mon en fait, plus ils sont âgés, plus ils ont ancré peut-être des schémas ou, tu vois, des façons de penser. C'est plus eux alors que... Non, c'est violent. Facebook, c'est hyper violent. Les hommes de... 50-60 piges, c'est des malades mentaux. Mais t'as l'impression qu'ils sont nés en tapant leur mère. C'est un truc de ouf. C'est normal. C'est toi le problème. T'as pas le droit d'en parler. Enfin, non, c'est vraiment violent ce qui se dit. Ouais, je pensais pas. Je pensais qu'au contraire, ce serait une génération plus ancrée, plus ouverte. Enfin, ouais. Je sais même pas pourquoi je pensais ça, mais... peut-être que tu connaissais pas. Mais en tout cas, je trouve ça très malin et intelligent de ta part de vouloir cibler un peu plus les gens en fonction de leur génération. Mais oui, là, tu as été confrontée à la dure réalité que oui. Bon, j'ai pas Facebook, ça va, je suis pas dans cette catégorie, je suis pas un homme. Du coup, tu vises des gens aussi qui comprennent pas ce que tu fais, tu vois. Donc, c'est ça qui est compliqué. Ouais. Comment faire comprendre que ta manière de communiquer est différente pour chacun? Parce que moi, du coup, j'essaie un peu de répondre aux commentaires en disant, écoute,
cette vidéo, si tu la comprends pas, elle te touchait pas toi. En fait, elle touchait juste les jeunes. Le but, c'était de passer dans l'algorithme des jeunes et tout, d'arriver sur le profil, de capter l'histoire, de capter les problèmes, tu vois. Mais après, heureusement que ça te dérange pas les haters, parce que sinon tu serais au fond du trou en train de jamais rien oser dire. Donc, mais je crois que c'est parce que je sais où je vais. Et je sais que ça va leur faire fermer leur bouche dans quelques temps quand j'aurai vraiment pu mettre en place tout ce que j'ai dans ma tête. Parce que là, c'est vrai que là, à part me justifier, tu vois, ça sert à rien. Donc, pensez ce que vous voulez penser. Comme il y en a plein qui pensaient des choses pas ouf sur mon entreprise au début. Puis 5 ans plus tard, ils me voient là et ils se disent « Ah, en fait, c'est pas trop mal ce qu'elle a fait, tu vois. » Donc, c'est pour ça que des fois, il faut laisser un peu parler les gens. Oui, c'est ça. De toute façon, eux, ils passent sur une vidéo, ils déversent leur merde et ils repassent et ils continuent leur vie, tu vois. Donc pourquoi moi, je mettrais beaucoup plus d'énergie dans l'énergie que eux ils ont mis. Enfin, c'est exactement ça, ouais. Après aussi, ce qui est peut-être dur à accepter, c'est que malgré tous les arguments, malgré ton vécu, malgré peut-être les lois que tu vas peut-être faire changer, il y aura toujours des gens qui vont pas comprendre, qui comprendront jamais, parce que ça, c'est peut-être dur aussi à accepter, que pas tout le monde qui est touché par ton histoire ou par l'histoire des femmes, des féminicides. Mais tu vois, c'est là où je trouve la dangerosité du peuple. Parce que quand t'as pas d'empathie là-dessus, t'es capable de quoi ? Enfin, parce que vraiment, ne pas avoir d'empathie là-dessus, moi, ça me choque. Enfin, c'est une histoire qui est violente. Et c'est pour ça aussi que je trouve que j'ai une des voix les plus fortes dessus, c'est parce que mon histoire est choquante. Et du coup, en ayant quelque chose de choquant, et c'est pour ça, oui, les vidéos commencent par le choc, par ce qui s'est passé, par la séquestration, le meurtre, enfin, tu vois, mais c'est parce qu'en fait, sans choquer les gens, tu peux pas capter leur attention. Ouais, ça, c'est vrai, ouais. Et vu que mon histoire, si je la rabâche, c'est juste pour capter l'attention. Parce que j'en parle et après, on passe sur des sujets qui sont sérieux. Et du coup, c'est là que les gens y crochent ou pas. Donc, autant pour moi, ça peut être chiant de toujours rabâcher, de toujours redire la même chose, mais autant c'est tellement quelque chose de fort là-dedans. Mais après, tu choques les gens, t'es exposé, enfin, c'est normal d'être confronté à des personnes comme ça, mais moi, ça me fait flipper quand je vois des commentaires. Ouais, ça serait intéressant s'il y a un psychologue qui nous écoute, s'il peut expliquer comment ça se fait qu'il y a ce manque d'empathie ou même cette méchanceté qui arrive. Qu'est-ce que ça vient réveiller en eux ? Ça serait assez intéressant de savoir. Ouais, déjà, en fait, c'est vrai que souvent, eux, ils n'ont pas d'empathie pour moi, mais moi, j'ai de l'empathie pour eux en me disant « Quelle vie de merde !» Putain, quelle vie de merde. Tu vois, une fois, là, la dernière fois, c'était une gamine, je sais pas, 23 piges, 3 enfants, qui vient me commenter des trucs. Ah ouais, on peut en parler de ça. Ouais, sortie de boîte, elle me commente un truc, genre c'est qui cette meuf ? Parce que j'étais en une de magazine, puis moi je lui réponds, tu sais, on n'a pas besoin d'être quelqu'un pour dire des choses importantes. Enfin, je sais pas, il y a que Rihanna qui peut parler de sa vie, tu vois. Et en fait, le lendemain, elle s'est excusée. Parce qu'elle s'est fait insulter en commentaire par d'autres nanas. Elle est venue s'excuser qu'elle était bourrée et tout. Et puis moi, j'ai juste répondu que si l'alcool la rendait... qui lui enlevait sa bienveillance, fallait qu'elle arrête de boire, tu vois. Et en fait, elle s'est excitée parce que j'ai pas accepté ses excuses. Et puis elle a commencé à m'insulter. Puis elle est revenue en commentaire vraiment insultée. Ah ouais. Et je lui ai dit, en fait, l'alcool, ça t'a pas rendue différente, ça t'a juste enlevé ce filtre, tu vois. Et en fait, j'ai l'impression que déjà que les réseaux sociaux, c'est un peu comme l'alcool, ça t'enlève ce filtre. Donc, tu vois, moi, je suis toujours dans l'idée que quelqu'un de violent quand il boit, c'est quelqu'un de violent ou en colère au fond de lui. C'est quelqu'un qu'il faut se méfier. Quelqu'un qui est triste quand il boit, pareil. En fait, vraiment, cet alcool, ça t'enlève ce filtre. Et les réseaux sociaux, c'est vraiment, pour moi, la même chose. Ouais. Et elle a vrillé, c'est celle qui m'a dit « Va sucer ton père » et tout ça. Et en fait, cette personne, du coup... elle a mal vécu le fait de... en fait, elle s'est exposée, donc j'ai partagé, et les gens ont tellement pas adhéré à ce qu'elle a partagé que, après, elle a reçu des commentaires, des messages, et en fait, le problème, c'est que son mari avait un restaurant, et que les gens ont commencé à taguer le restaurant de son mari. Ou ex-mari, ou je sais pas. Et en fait, moi, je me suis aussi rendu compte à quel point ces gens qui s'exposent, ils donnent la possibilité aux autres de récupérer leurs commentaires, tu vois, parce que moi je récupère tous les commentaires négatifs, mais ils se rendent pas compte aussi que eux ils se mettent en danger. C'est ça, parce que elle a mis en danger l'entreprise de son mari ou ex-mari, elle s'est mis elle-même en danger, ses enfants qu'elle publiait à moitié nus sur les réseaux sociaux, enfin elle expose sa débilité, donc les gens peuvent rebondir là-dessus,
mais elle expose aussi toute sa vie et toutes les personnes qu'elle aime, tu vois. Donc, faut faire très attention à ce qu'on dit sur les réseaux. Ouais, ça, c'est Surtout vrai. avec des gens qui repartagent. Mais moi, j'aime. Alors, il y a peut-être pas tout le monde qui sera d'accord avec moi, mais moi, j'aime bien cette nouvelle trend. Je vois souvent des vidéos de filles qui courent, qui sont super jolies. Puis tu vois les commentaires de certains boomers ou de gens, en tout cas. Bref, puis elles les remettent en haut avec. Normalement, c'est la petite photo de profil, puis là, elles les mettent en grand. Moi, je trouve ça génial parce qu'en fait, comme ça fait tiens, tout ce que tu dis en public, je vais bien le montrer en public. Et puis voilà, tiens ça. Clairement. Parce qu'ils croient qu'ils sont cachés dans les commentaires, mais en fait, on va t'exposer. Ouais. Pourquoi nous, Puis en fait, moi, avant ça, j'avais exposé 2 petits garçons qui justement crachaient ouvertement sur mon histoire, donc je les ai repartagés avec leur tête. Ouais, voilà. Très beaux gosses d'ailleurs, ils sont toujours très beaux gosses, hein, ceux qui mettent des commentaires dégueulasses. C'est ironique. Hein. Et je me suis dit, pourquoi je partagerais des mecs et pas des femmes? Moi, je suis pas contre les hommes. Hein. Moi, je suis contre les gens qui ont pas d'empathie et pas de... Enfin voilà, qui... Ouais, puis qui se croient intouchables en commentant. Clairement. Voilà, ouais. C'est vrai que la loi, elle est pas très bien faite à ce niveau-là, au niveau des commentaires. Pour l'instant, en tout cas, à moins qu'il y ait vraiment des menaces de mort, etc. Donc, de soi-même, on peut faire le justicier, pourquoi pas, franchement. Ouais, clairement. Et puis, moi, je t'ai connue donc, sur les réseaux, parce que c'est la première fois qu'on se voit aujourd'hui, mais grâce à ton entreprise, je suis une cliente, j'adore tes produits, tes vêtements, etc. Donc, au début, tu dis qu'il y a des gens qui croyaient pas en toi. Ouais, bon, après, ça, c'est pas un problème. Hein. Mais il y a des gens qui, au-delà de pas croire en moi, parce que moi, j'attends pas ce que des inconnus croient en moi, il y a des gens qui critiquaient ce que je faisais, comment je le faisais, qui inventaient des trucs, et du coup, ouais, clairement. En fait, quand t'es entrepreneur, t'es obligé de faire tes preuves en soi. Il y a toujours des gens qui critiquent, qui crachent dessus, et puis il y a que le temps, en fait, qui peut faire les choses, donc... Ouais, puis en plus, justement, t'es une femme, puis t'as commencé jeune, donc je pense que ça devait pas non plus aider dans le système. Ouais, et puis en fait, je fais les choses sans réfléchir, tu vois. Je vais pas me poser les questions 4 fois si ça va plaire ou pas. Enfin, tu vois, les vidéos, je les fais comme je les fais, donc souvent, je plais pas, souvent... Enfin, il y a, je pense, beaucoup de gens qui peuvent pas me blairer, qui peuvent pas me voir, qui détestent ce que je fais, etc., tu vois. C'est pas un problème, parce qu'en fait, je fais tellement les choses sans réfléchir que c'est un peu, finalement, c'est un peu normal, tu vois. Et chaque chose que j'ai fait, je l'ai un peu toujours fait autour de mon histoire. Et en fait, ouais, c'est comme si, pendant toutes ces années sans le savoir, j'étais en train de créer justement une armée pour aussi là où je vais, tu vois. Parce qu'en fait, toutes ces femmes, toute cette communauté BJ, elle va être hyper importante dans la bataille qu'on va faire. Exactement. Et on pourrait tellement croire que c'est réfléchi, tu vois. Franchement, je serais un génie d'avoir fait ça en réfléchissant. Et c'est en fait, non, il y a tout qui s'emboîte parfaitement. Et puis je me dis qu'en fait, tout ce que j'ai créé chaque année, c'était exactement pour arriver là où je veux, là où est mon point final. Tu prends tes modèles, c'est tes clientes, il y a toutes les morphologies, je trouve ça incroyable de promouvoir ça. Ouais, c'est cool. Moi, je découvre souvent les modèles le jour même des photos. J'ai dit, qui veut venir? Ils m'écrivent, elles viennent. Et je les découvre le jour même, ouais. Et si tu avais quelque chose à dire à la petite Billie Joy de 8 ans, si tu pouvais lui dire quelque chose. Ouais, que la pauvre, elle va prendre cher parce que là, disons que j'ai travaillé beaucoup sur Billie Joy en tant que femme. Mais la Billie Joy, la petite fille, l'enfant intérieur... ça, je vais y travailler quand je serai mère, je pense, tu vois. Je pense que c'est un peu cette période où ça va me faire ressortir toutes ces blessures d'enfant que j'ai pas vues, que j'ai pas pu guérir. Je pense qu'elles sortiront le jour où j'aurai ma petite fille, tu vois. Donc, j'en ai pas terminé avec elle. J'ai encore pas mal de choses à gérer autour de ça parce que... je pense que vraiment, je me suis concentrée sur la femme, sur les relations, sur tout ça, sur tout ce que je suis en tant que femme, mais pas ce que j'étais en tant qu'enfant. Donc, tout ce que j'ai pas guéri en tant qu'enfant, ça va arriver les prochaines années, là. Ouais. Donc, faut pas qu'elle s'inquiète, on a encore du chemin à faire. Et puis, si tu voudrais dire donc quelque chose à ta maman, parce que c'est par le biais du livre, du coup. Ouais, exactement. En plus, c'est un livre où je lui écris, où je lui raconte ma vie, en fait. Comment j'ai
traversé tout ça, comment j'ai vécu tout ça. Donc chaque chapitre, il commence par une lettre que je lui écris. Et le dernier chapitre, c'est le jour de mon mariage, parce que pour moi, c'est vraiment la construction de quelque chose, la reconstruction de quelque chose. Je suis passée au-dessus de beaucoup de blessures pour accepter un homme dans ma vie, pour accepter de me marier, alors que c'était inconcevable pour moi. Donc cette lettre que je lui ai écrite le jour de mon mariage, c'est la dernière. Mais ça veut pas dire que j'arrête ma communication avec elle, parce que franchement, tout ce que je lui demande au quotidien, elle me le donne. Mais c'est vraiment plus schématiser tout ça en lui disant merci de m'avoir amené là où je suis, parce que je serais pas avec Adri, qui est vraiment incroyable, j'aurais pas cette vie qui est vraiment incroyable. Donc pour moi, j'ai toujours dit qu'elle s'est sacrifiée pour nous, même si ça n'a pas été évident. Je pense que le sacrifice d'elle-même, il va amener au sauvetage de beaucoup de femmes à travers moi, j'espère. Et donc ouais, ce livre, il va être vraiment incroyable. Et si tu es OK de répondre à cette question, hein, c'est toujours le consentement. Si ton père, il tombe sur ce podcast, ou si quelqu'un lui envoie cet extrait-là maintenant, qu'est-ce que tu aimerais lui dire ? Je crois que j'ai rien à lui dire. Hein. Je pense que je lui ai déjà tout dit. On change pas un âne en cheval de course, donc en vrai, tous les mots que je pourrais lui dire, ça va pas servir. Donc ça sert à rien de lui envoyer l'extrait, les gars. Il va pas l'écouter de toute façon. Hein. Bon, en tout cas, je te souhaite vraiment le meilleur pour la suite. T'as plein de beaux combats, de projets, ça va vraiment être magnifique. T'es lumineuse et vraiment le meilleur pour toi. Est-ce que tu voudrais rajouter un petit truc à la fin ? Non, super, merci d'avoir pris le temps aussi d'être là. Merci à toi. Et à bientôt. À bientôt. Ciao.